Cette semaine a été super riche dans l'actualité du web, de l'IA, du numérique global, à différents niveaux de profondeur. Il faut s'intéresser à tout. Bon, si vous avez une semaine un petit peu chargée, que vous avez loupé des infos, bah voici le récap hyper condensé des 10 grosses infos qu'il ne fallait pas manquer cette semaine dans le joyeux monde de l'IA et du numérique. La première info, elle concerne un gros bras de fer. Alors c'est pas l'info la plus sexy de ce récap, mais il faut voir ce qui est en train de se passer. Donald Trump aux États-Unis avait annoncé la couleur il y a quelques semaines et avait dit attention, attention, dans toutes ces logiques de rééquilibrage économique très très impulsées par les États-Unis agressifs sur le sujet. Si certains veulent toucher à nos champions américains, c'est-à-dire les champions du numérique, du digital, de l'IA, de la tech et du web, eh bien ça pourrait barder, nous disait Donald Trump. Et puis d'ailleurs, on a vu des grands dîners assez malaisant d'ailleurs, avec tous les géants de la tech, tous ces concurrents américains autour de Donald Trump lors d'un dîner, et puis ça a fait beaucoup parler tout ça. Bon, bah du côté de l'Europe, on a décidé de tenter le coup, puisque l'Europe vient d'infliger une amende de 3 milliards de dollars pour raison de trusting auprès de Google. Voilà, un géant américain, bien entendu, et pas n'importe lequel. Eh bien, les États-Unis ont durci le ton. Google suivra son chemin sur ces logiques d'antitrust. C'est vrai qu'il faut qu'ils laissent la place aux services concurrents, notamment aux services européens. Ils ne peuvent pas tout truster, mais ça avait déjà été jugé aux États-Unis. Donc maintenant, c'est pénalisé aussi en Europe. Les États-Unis répliquent en disant qu'ils vont serrer la vis sur le Gain AI Act et probablement couper un petit peu les robinets, ralentir les robinets de fourniture de GPU, notamment ceux de Nvidia et d'autres, à l'Europe. On va être obligé d'aller chercher notre souveraineté et d'aller la chercher vite si on nous ralentit un petit peu. Bon, Nvidia a pondéré un petit peu en disant que c'est quand même un gros business l'Europe pour nous, donc ce serait bien de ne pas couper tous les robinets non plus. Bref, c'est un petit peu tendu et il va falloir qu'on aille très très vite vers notre souveraineté. Et cette souveraineté, elle est là, elle arrive et elle nous vient de la France et de l'Allemagne. Alors en France, je vous avais donné l'info en fin de semaine passée, ça s'est confirmé en début de celle-ci. Mistral, notre champion français de l'intelligence artificielle, a effectivement levé 1,7 milliard d'euros, donc portant la valorisation à quelque chose qui, certes, n'approche pas encore les géants américains, mais on commence à jouer dans la cour qui est juste en dessous. Ouais, on se rapproche et on a beaucoup de moyens. Et dans cette levée de fonds, c'est peut-être ce qui est le plus étonnant dans tout ça, dans cette levée de fonds de Mistral, eh bien, on va retrouver des investisseurs européens, notamment ASML, le fabricant de méga machines, qui est presque l'unique à savoir faire, c'est le seul à savoir faire ce qu'il sait faire pour fabriquer toutes ces puces, justement. Donc c'est pas un fondeur, un fabricant de puces, c'est un fabricant des machines qui permettent à d'autres de fabriquer des puces. Donc ASML qui est hollandais en l'occurrence et qui a maintenant son siège au conseil d'administration de Mistral, qui reste français, on nous le dit, mais bon, ça devient un petit peu de partout, et notamment européen. On est content d'avoir un Français qui lève des fonds européens, comme quoi on arrive à faire des choses. Peut-être un acteur de plus en plus souverain et qui le reste et qui montre qu'il peut le rester. Ils avaient résisté aux sirènes de Apple il y a quelques temps. Voilà, maintenant on fait des choses entre Européens et pourquoi pas. Et puis du côté de l'Allemagne aussi, ça bouge beaucoup, avec des géants historiques. Oui, parce que nous aussi en Europe, on a des géants historiques dans le monde du numérique, et c'est SAP, donc un gros éditeur de solutions de gestion, parfois un peu décrié, c'est un mastodonte qui existe depuis des décennies. Eh bien, SAP décide d'investir 20 milliards d'euros sur 10 ans pour participer à la construction d'un cloud européen et donc souverain là-dessus. Ce sera une solution de cloud sécurisée avec beaucoup de moyens, fait par des gros acteurs européens. Ce serait pas mal que ça avance sur ce sujet-là. Et puis aussi au niveau des supercalculateurs, on avance également en Europe avec l'arrivée de Jupiter qui a été mis en service en début de cette année, en Allemagne également, et qui va servir à l'IA, alors dans la recherche, dans l'industrie, dans les médicaments, et puis aussi pour nos champions de l'intelligence artificielle, pour les entreprises, voire même grand public. En tout cas, on se dote d'un super calculateur en plus de toutes les autres infos. Oui, l'Europe avance et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on a nos victoires et c'est vraiment très bien, mais dans la cour du dessus, c'est vrai que on joue à un autre niveau.
avec ces informations absolument dingues qui nous viennent là aussi des États-Unis et on ne compte plus les milliards, moi j'arrive plus à les compter, avec ce truc assez fou. Et la nouvelle n'est pas forcément uniquement le fait que Elon Musk ne soit plus l'homme le plus riche du monde virtuellement, mais que ce soit Larry Ellison, le patron d'Oracle, mais c'est bien quand même d'Oracle dont il s'agit, avec cette information folle, 300 milliards de dollars, 300 milliards de dollars. C'est l'ampleur du deal entre Oracle, un géant américain assez méconnu du grand public, mais c'est vraiment un géant américain depuis très 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 longtemps, dans plein de domaines, notamment tout ce qui est base de données, outils, etc., depuis extrêmement longtemps, avec des moyens considérables, et en plus un patron qui est plutôt proche du président américain actuel. Oracle a conclu un deal avec OpenAI. Bon, c'est deux géants qui se rencontrent, et du coup ça fait des sommes folles. Il y a quelques mois, on parlait de projets, notamment du projet Stargate aux États-Unis, de construction d'un hyper gigantesque data center, et on parlait d'investissement de l'ordre de 500 milliards. Et puis les experts se disaient 500 milliards, ça se trouve pas comme ça, il va falloir que ça se fabrique parce que je vois pas où on pourrait les trouver réellement, ces investissements-là. Et ben voilà, ils sont là, 300 milliards. C'est la taille du deal entre Oracle et OpenAI. OpenAI qui va être le patron de ce projet Stargate, Oracle qui participe à fond. On ne sait pas encore d'où viendront les fonds parce qu'ils sont gigantesques et il n'est pas impossible qu'il y ait un rapport, un rapprochement public-privé dans tout ça. Donc c'est peut-être la planche à billets américaine qui va financer une grande partie de tout ça. On ne peut pas lutter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si, quand même. Et en tout cas, ça avance beaucoup du côté des Américains. On voit qu'on ne veut pas du tout se laisser déborder par les Chinois qui avancent très 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 vite. OpenAI d'ailleurs a même aussi fait l'annonce du fait qu'ils allaient produire leur propre puce, donc avec la fabrication TSMC, etc. Bref, ils allaient fabriquer leur propre GPU pour pouvoir accélérer, alors c'est peut-être une partie de ces investissements-là qui vont passer là-dedans, accélérer en toute autonomie le fait de fabriquer des puces, donc d'avoir des data centers, et avec Oracle, et avec ses centaines de milliards, et avec le soutien du public ou de l'État américain, et bien voilà, OpenAI est en train de faire sa place de super géant de la planète, et plus grand monde peut rivaliser avec des projets de cette ampleur-là. Il y en a un qui est un peu chagriné, c'est Microsoft, un copain de toujours d'OpenAI. Ils sont en train, OpenAI et Microsoft, de conclure des deals un petit peu partout. Microsoft regarde beaucoup du côté d'Anthropic. Anthropic aussi bosse de plus en plus avec des outils Microsoft. Microsoft développe ses propres modèles d'intelligence artificielle et sans que le torchon brûle non plus, ils sont en train, OpenAI et Microsoft, de trouver des chemins de sortie pour que chacun puisse vivre un petit peu sa vie. On surveillera de très près la façon dont tout se passe après tout ça. 300 milliards de dollars, Oracle plus OpenAI. C'est fou. Tenez, OpenAI justement avec une information qui est un petit peu passée sous silence, mais qui est très 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 intéressante et qui nous dit quelle sera la direction de l'intelligence artificielle grand public, en tout cas chez OpenAI. Il s'est passé un petit mouvement de chaise musicale, non, c'est un peu plus que ça, un mouvement d'organigramme chez OpenAI, avec le fait que toute l'équipe qui s'appelle l'équipe Model Behavior, le comportement de votre chat GPT que vous utilisez régulièrement, ce comportement qui a été un peu décrié à la sortie de GPT-5, où on s'est dit « Oh, il n'a plus le comportement friendly comme il avait avant ». Et puis on a vu effectivement qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités dans les instructions personnalisées. Si vous allez paramétrer votre chat GPT, vous voyez que maintenant vous pouvez lui dire tiens, comporte-toi un peu plus friendly, un peu plus funky, un peu plus sérieux, un peu plus académique. Vous avez des petites options. Chez ChatGPT, chez OpenAI, on veut pousser grandement ce côté modèle behavior. Et le changement d'organigramme a eu lieu avec toute cette équipe modèle behavior qui vient de rejoindre l'équipe post-training de OpenAI. En fait, les gens qui chopent les systèmes neuronaux qui sont fabriqués chez OpenAI et puis font du post-entraînement pour avoir un modèle qui se comporte de telle façon. Et c'est qu'après, qu'on lui donne des instructions en lui disant soit funky, soit friendly. Ce côté modèle behavior vient d'être intégré dans le post-training. Ce que ça veut dire, et je pense ne pas me tromper là-dessus, mais ça veut sûrement dire que dans l'avenir, relativement proche, on aura plusieurs modèles ChatGPT, plusieurs GPT, le GPT-6 funky, le GPT-6 académique. Voilà, on devrait avoir des comportements, des modèles qui sont vraiment très très fondamentalement orientés dans leur comportement. C'est peut-être ce que veut le grand public, c'est peut-être aussi ce qu'on veut dans le monde professionnel. En tout cas, on va surveiller ça de près parce que ce petit mouvement d'organigramme, il raconte ce sur quoi il bosse et donc ce qu'on va avoir dans quelques mois dans ce joyeux domaine
de l'intelligence artificielle. Je vous conseille aussi, tant qu'on en est à ChatGPT, à ces nouveautés, je le pose là parce que ça peut vous être utile, je vous recommande d'aller regarder dans les conversations que vous faites avec ChatGPT et noter que vous avez 3 petits points qui portent maintenant une nouvelle fonctionnalité. Bon, sous la réponse de ChatGPT, il y a 3 petits points, il y a des pouces en l'air, des pouces vers le bas, etc. Il y a 3 petits points, vous cliquez dessus et vous aurez ici la possibilité de créer des branches conversationnelles avec votre ChatGPT. Ça peut être très intéressant. Vous lui posez des questions un petit peu socles sur un sujet et ensuite vous pouvez faire différentes branches à ce moment-là, dire bah tiens, fais-moi un résumé pour mon petit neveu et puis là tiens, creuse-moi le sujet pour mon responsable marketing. Vous voyez, vous pouvez créer des branches dans les conversations, c'est super utile. Bon, en tout cas, OpenAI et ChatGPT continuent à avancer et ça va pas s'arrêter. Si vous avez un site web professionnel, si vous avez une e-boutique, si vous avez un média en ligne, un blog, peu importe, si vous avez une présence digitale, vous devez faire très très attention à ce qui se passe en ce moment du côté de chez Google, qui est en train de changer un petit peu de discours. Jusqu'à présent, Google nous disait oui, on est en train de switcher, de faire un pivot complet entre le Google que vous connaissiez avant, moteur de recherche qui donne tout un tas de sites web que vous pouvez aller visiter, vers un nouveau Google qui va être en fait Gemini. Les intelligences artificielles de Google qui vont vous répondre directement sans avoir besoin d'aller regarder des sites internet. Mais ce qui bouscule complètement tous les principes des modèles économiques qui ont cours aujourd'hui sur le web. Jusqu'à présent, Google disait, vous inquiétez pas, c'est des petits changements, des AI overviews dans les résultats de recherche, etc. Ça va pas tout changer. Et puis en fait, finalement, l'un dans l'autre, vous aurez tout autant de trafic. Google est en train de changer la donne en commençant, en tout cas le discours, en commençant à dire que ben non, en fait, le web, il sera plus jamais comme avant et peut-être qu'on se dirige vers un web mort. En gros, c'est vous, créateur de sites web, publisher de sites, de médias ou e-commerçant tout simplement, c'est vous qui allez mourir dans cette histoire. Et Google commence à l'assumer complètement dans ce qu'il raconte, à tel point qu'il va jusqu'à nous dire que le AI mode pourrait bien et va probablement devenir rapidement le mode par défaut de Google, le moteur de recherche. Voilà, dès le départ, on n'aura plus le moteur de recherche. Par défaut, on aura Gemini qui va répondre à nos questions et puis c'est tout. C'est tout, le web et son modèle économique qui s'écroule. Donc faites bien attention à ça. Préparez-vous. Il y a plein de choses à faire sur son site web et plein de choses qui sont encore en gestation et qui seront peut-être les standards de demain. Il faut s'intéresser vraiment de très près à tout ça parce que voilà, c'est pas arrivé en France encore aujourd'hui, le AI mode, les AI overviews en guise de test, mais pas plus. On ne les voit pas. Il y a d'autres pays dans lesquels on n'a déjà plus, quasiment plus Google tel qu'on le connaît, nous encore en Europe. Donc méfiez-vous et préparez-vous à tout ça. L'IA pourrait être le nouveau mode par défaut et le nouveau standard de Google et ça va tout changer. Oh, et si vous en avez marre des géants américains qui trustent tout et puis on n'a plus qu'à s'y plier, vous n'avez pas aimé cette information-là non plus, même si elle se tourne un petit peu vers l'espace et parce que ça nous vient de SpaceX, qui a fait aussi un investissement record. Cette semaine, 17 milliards de dollars pour acheter EchoStar. EchoStar, c'est un géant de la télécommunication qui va pas bien du tout, qui a plein de dettes. Et ça va s'éponger tout ça avec 17 milliards de dollars, il y a de quoi faire. Et qui a surtout plein de bandes passantes de réseaux mobiles et aussi satellitaires. Et ça se marie vachement bien avec Starlink. Que nous prépare Elon Musk sur ce terrain spatial, il nous prépare de démultiplier, multiplier par 100, nous dit-il, la capacité de ces satellites et de faire en sorte, avec tout ce réseau notamment et toutes ces capacités d'EchoStar qui vient de racheter pour 17 milliards de dollars, de pouvoir s'affranchir de tous les opérateurs mobiles sur la planète et de pouvoir proposer à tout le monde de la téléphonie direct ou celle, c'est-à-dire celle téléphone cellulaire, un téléphone normal, le vôtre que vous avez aujourd'hui, sans avoir besoin de capacité satellitaire, sans avoir non plus besoin d'avoir de l'antenne mobile de votre opérateur, ça va pouvoir communiquer directement avec le réseau satellitaire de chez Starlink. Les opérateurs mobiles sur la planète sont en PLS parce qu'on va probablement avoir des offres qui vont sortir en disant gardez votre téléphone, supprimez votre opérateur, connexion satellitaire dans les zones blanches un petit peu partout. Il y aura des contraintes techniques, on verra bien, mais en tout cas ce move du rachat d'EchoStar par SpaceX, j'allais dire Tesla, non SpaceX, c'est vraiment un coup mondial
sur tout ce qui est télécommunication sur la planète. Donc on va s'intéresser de très près à ça et voir comment ça tourne, parce que ça va faire un géant qui va potentiellement diriger une énorme part des télécommunications planétaires. Un peu flippant, un petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est flippé ? On régule, et c'est ce qui se passe du côté de l'Europe. Ça n'a rien à voir avec l'information précédente. Il y a une transition un petit peu bidon pour vous dire que effectivement, il se passe des choses dans la régulation cette semaine. C'est une semaine un peu chargée en trucs assez fondamentaux, mais c'est très très important. Et je vais vous parler du gros morceau juste après. Mais sachez-le, on identifie là en cette rentrée plein de moves qui se font, que ce soit sur les plateformes sociales, que ce soit pour les gouvernements, pour les États, pour l'Europe. Plein d'études, plein de choses qui sont faites pour enfin réussir à réguler le web. Alors à mon avis, il y a des idées qui sont pas forcément bonnes, genre interdire, genre couper des outils, des plateformes, alors qu'en fait c'est pas ça le problème, c'est plutôt les contenus. Puis il y a aussi des bonnes idées, comme par exemple celle de s'attaquer aux algorithmes ou s'attaquer aux contenus, si ce sont ceux-là qui sont répréhensibles. Bah oui, alors c'est un travail de fourmi, mais en même temps, avec le concours des plateformes, on pourrait y arriver. Tiens, il y a LinkedIn, justement, qui sort du bois cette semaine, et le patron de LinkedIn a annoncé que cette fois-ci, ça suffit. Voilà, cette fois-ci, on va y aller du côté de chez LinkedIn, on va durcir le ton et on va passer à l'acte en supprimant tout ce qui est commentaires automatisés, tout ce qui est pod, donc ces groupes de créateurs sur LinkedIn qui en fait s'entraident, et du coup on voit plus que dans nos fils LinkedIn, et on n'arrive plus à découvrir quelqu'un qui a quelque chose à nous apprendre et qui peut devenir un partenaire professionnel futur. Bon, et ben LinkedIn va durcir tout ça. Du côté aussi de notre régulation à nous en France globalement en tant qu'État, on a la DGCCRF qui a fait un move assez intéressant. Ils ont publié une liste de 80 sites frauduleux qu'ils avaient déjà fermés depuis le début de l'année. La DGCCRF, on se demandait s'ils étaient capables de voir qu'il y avait des arnaques en ligne parfois. Bah oui, là ils le montrent, voilà, preuve à la pluie. On arrive à vous montrer qu'il y a des arnaques, et puis d'ailleurs on les a identifiées et on est passé à l'action. À la DGCCRF, on a fait fermer tous ces petits margoulins qui vous vendent des choses sur les réseaux ou ailleurs. On sait faire, nous dit la DGCCRF. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose de voir tous ces exemples-là et de se dire que on va peut-être réussir, non pas à juste s'en prendre à TikTok parce que c'est pas bien, ou s'en prendre aux écrans parce que c'est pas bien, mais se dire, il y a des choses bien sur des réseaux, et il y a des choses bien derrière des écrans. Bah, c'est ça qu'il faut juger. Est-ce qu'on ferait pas des nouveaux délits de commerce numérique bizarre, ou de jeux d'argent en ligne quand il s'agit de récupérer des dons à la chaîne sur TikTok, voilà, d'appliquer les lois et de juger plutôt les contenus, enlever les mauvais, mais favoriser les bons. Bah, on serait peut-être dans un système numérique vertueux. En tout cas, les choses avancent là-dessus et on va suivre ça de près parce qu'il y a des opportunités à prendre et il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, eh bien, il y en a eu un énorme cette semaine et il n'est pas terminé et il faut se mobiliser dessus. Il faut regarder ce qui se passe du côté de l'Europe et de Chat Control. Chat Control, c'est des propositions de loi au niveau de l'Europe, pas au niveau des États. Au niveau de l'Europe, c'est porté par le Danemark au départ. Et différents États sont en train, ces jours-ci, de se positionner sur ce projet de loi. Ce projet de loi, dénommé Chat Control par les opposants, dont je fais partie, je vous le dis après, vous jugerez comme vous voulez, vise à avoir un scan côté client de toutes les conversations. Je m'explique en quelques mots. Si vous avez du WhatsApp, du Telegram, du Signal, etc., vous savez que votre messagerie, elle est chiffrée de bout en bout. Avant même que le message parte quelque part, eh bien, il est chiffré, comme ça, on ne peut pas regarder ce que vous racontez, etc., etc. Oui, mais au niveau des États, des lois et de l'Europe également, on essaie de se mettre à la page du numérique quand il s'agit d'aller chercher des fauteurs de troubles. Voilà, des gens qui exploitent les enfants sur Internet, les gens qui vendent des choses qui sont pas vendables, répréhensibles, etc. Il faut que je surveille mes mots sur le web. Eh ben, on veut pouvoir agir. Donc, on a inventé ce projet de loi Chat Control qui vise à dire, attendez, avant que la conversation soit envoyée en mode chiffré, juste avant, on va regarder les données qui sont là, on va les envoyer
à une intelligence artificielle au plus haut niveau qui va surveiller toutes les conversations privées de tout le monde avant qu'elles partent en mode chiffré. Et l'IA, elle va pouvoir nous dire, sans que ce soit un humain qui regarde, oh là, ça parle de trucs chelous. Oh là, il faudrait envoyer un enquêteur sur ce sujet-là. Bon, eh bien, des chercheurs ont signé une pétition, plein de gens autour du web et pas que signent des pétitions pour dire que ça, c'est la fin de la démocratie et qu'il n'y a pas pire usage de l'intelligence artificielle, de la mettre tout en haut pour nous fliquer tous, notamment dans nos messages privés. Alors bien sûr, il faut lutter contre le narcotrafic et d'autres choses, bien évidemment, mais de là à mettre une IA Big Brother qui va surveiller tout ce qu'on raconte, bah, faut peut-être trouver de meilleures solutions. Le bras de fer là-dessus est engagé, il y a des pays qui se sont prononcés pour, en France on décide encore, mais on navigue à l'Assemblée nationale en France. Il y a pas mal de députés qui essaient de pousser des choses pour dire bah voilà, narcotrafic, voilà, et des choses d'exploitation des enfants, faut les arrêter, faut trouver les moyens, peut-être en ayant une écoute fantôme des conversations chiffrées. Comme ça, on touche pas au chiffrement, mais il y a une IA qui écoute chacune de nos conversations en même temps. Bah non, c'est une atteinte aux libertés privées. Et puis d'autres qui disent bah non, il faut préserver ces libertés et cette démocratie, ce système démocratique. Et il ne faut pas qu'il y ait une IA qui nous juge a priori comme étant des potentiels suspects tous. Bon, chat contrôle, le débat est lancé et il met l'IA et le numérique et le web et le digital au cœur de nos vies sociales et sociétales de demain. Il faut s'intéresser à ces débats. C'est pas tout blanc, pas tout noir. Il faut réussir à trouver des bonnes solutions qu'on n'a pas aujourd'hui avec tout un tas de vides juridiques et tout un tas de possibilités, notamment grâce à l'intelligence artificielle. C'est un sujet passionnant, vraiment très très intéressant, qui définit nos sociétés de demain. C'est pas rien. Et je termine ce récap de la semaine avec deux choses qu'il faut regarder là, concrètes, là, tout de suite, maintenant. Enfin, vous faites absolument comme vous voulez. La première, c'est si vous êtes dans le domaine du web, si vous avez un média, etc. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On se dirige vers un web orienté IA plutôt que orienté producteur de contenu. Donc, il faut regarder tout ça. Eh bien, intéressez-vous à un standard nouveau qui est en train d'apparaître et qui s'appelle le RSL pour Really Simple Licensing. Les licences vraiment simples. Il n'y a pas meilleur nom, je trouve. Ce truc de RSL, c'est un standard qui a été inventé par plein de gens qui bossaient avant dans tout ce qui est RSS, enfin, mise à disposition des contenus sur le web, les DNS, etc. etc. Bref, tout ce qui est est-ce qu'on autorise ou pas les robots, les intelligences artificielles, les gens, les différents services à accéder à mes contenus, à mon site, etc. On parle souvent du robot.txt, un petit fichier qu'on met à la racine de son site web pour dire aux robots de chez Google et autres, t'as le droit de venir, t'as le droit d'indexer ce que je fais ou t'as pas le droit. Il n'y avait pas l'équivalent pour les intelligences artificielles. Pour constituer des IA, il faut scraper tout le web, les nourrir, etc. etc. Il y a beaucoup d'histoires ces dernières années qui nous disent que les gens sont pas tout à fait d'accord pour que les IA exploitent directement ou indirectement pour leur entraînement ou pour faire des recherches, exploitent leur propre site web et leur propre création de contenu. Bon, eh bien le RSL est en train de sortir. Peut-être que ce sera un standard qui va être adopté par tous, peut-être pas. Moi, je pense que oui, et vous devriez vous y intéresser. C'est assez simple d'accès. Pas besoin d'être un geek dernier dan pour comprendre tout ça. RSL, c'est des petits formats de fichiers qu'on va pouvoir mettre à la racine de son site web pour dire, par exemple, à chaque fois que tu veux me proposer dans un résultat de recherche fait par l'IA, l'IA en question me doit 3 centimes par requête. Ah ouais, on va pouvoir monétiser son site comme ça. Il faut encore que ce soit suivi, bien sûr, par les fabricants d'IA et des plateformes IA. On verra bien si ça le sera, mais on est peut-être en train de redéfinir un nouveau modèle économique sur le web. Il va peut-être tourner autour du RSL qui pourrait servir aussi à dire ce contenu-là, tu le bloques, je ne veux pas que l'IA y accède, s'entraîne dessus ou rien. Bref, c'est un petit format Really Simple Licensing qui va nous permettre de reprendre la main sur l'IA, sur le web. Intéressez-vous à ça tout de suite, c'est pas compliqué, mais ça peut grandement vous servir très très prochainement. Et puis des choses concrètes et un peu ludiques, mais avec des applications professionnelles également à regarder cette semaine, sont plutôt du côté des IA graphiques et voire vidéo. Je vous recommande vivement d'aller regarder les derniers modèles de chez Runway, RUNWAY, un modèle qui s'appelle Aleph, ALEPH. Voilà, allez voir sur Runway, vous m'en direz des nouvelles de ce modèle Aleph qui permet de faire de la génération par l'intelligence artificielle de morceaux de vidéo
dans une vidéo. C'est-à-dire que vous fournissez une vidéo réelle et vous pouvez dire à Renoué Alep, change-moi l'éclairage ou montre-moi cette scène sous un autre angle. Et il y arrive plutôt pas mal, il y a assez peu d'hallucinations, c'est vraiment très très propre, ou insère dans cette scène un petit oiseau qui court derrière la personne interviewée. Voilà, vous pouvez faire des effets spéciaux, retoucher des vidéos, comme on le fait maintenant avec Nano Banana, notamment pour des images, du côté de chez Renoué, ce système Alep. Alors bien sûr, parfois il y a des petits bugs, il ne faut pas se dire, zut, il y a des petits bugs, je ne l'utilise pas, il faut se dire, je l'utilise maintenant, parce que très bientôt, il n'y aura plus de bugs et ce sera parfait cette histoire. Allez voir du côté de chez Renoué Alep. Et puis, cette semaine, j'ai beaucoup testé aussi du Nano Banana. Pour information, pour les pros ou pour votre vie de tous les jours, pour les étudiants également, sachez que vous pouvez faire maintenant des effets absolument bluffants de présentation grâce à Nano Banana. Nano Banana, le dernier modèle d'IA générative graphique de chez Google, qui est absolument dingo parce qu'elle respecte le contexte, elle sait manipuler du texte. Ça se gourre de temps en temps, mais franchement, ça a fait un grand pas en avant. Nano Banana permet des tas de choses en respectant ce qu'on lui fournit. Ça réécrit pas tout pour tout changer avec l'IA. Bon, c'est vachement bien. Si vous couplez ça avec des outils comme Eluo, je vous recommande aussi Eluo, H-A-I-L-U-O, notamment parce que ce service Eluo, il a une offre en ce moment. Alors, c'est pas sponsor du tout ce que je raconte. Il a une offre de mémoire jusqu'au 17 septembre, mais je suis pas sûr de mon coup. Ou si vous prenez même un tout petit abonnement à 8 € chez eux, vous avez la possibilité de faire en illimité de la génération de vidéos dans Eluo avec une frame de début et une frame de fin. Quand vous couplez les capacités de Nano Banana avec des capacités de Eluo à générer des vidéos avec un départ et une fin en mode illimité en ce moment et de façon plutôt fiable pour tout ce qui est graphique, vous pourriez avoir des tas d'idées. Par exemple, d'arrêter de faire vos graphiques PowerPoint ou Excel dans vos présentations. Voilà, c'est tout moche, c'est siècle dernier. Eh bien, vous pourriez très bien dire à Nano Banana, fais-moi une version de ce graphique hyper belle, et boum, vous avez un graphique hyper beau en 20 secondes. Nano Banana vous le fait et n'a pas retouché vos chiffres, vos valeurs, etc. Il a juste rendu le graphique plus joli. Vous lui dites ensuite, enlève-moi les données de ce graphique ou les barres dans ce graphique, par exemple. Ça vous fait une frame de début, une frame de fin. Vous donnez ça à Eluo et il vous fait une vidéo de votre graphique qui apparaît magiquement avec les barres qui montent, etc. Plein de cas de transition vidéo, de présentation professionnelle de votre entreprise, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie associative, à l'école pour faire vos présentations. Le prof va être bluffé. Bref, vous avez des tas de dingueries à faire du côté de ces outils, donc que ce soit Nano Banana, Eluo, Renoué Alep, il y a des tas de choses à découvrir là-dessus. Donc je vous laisse avec le meilleur de l'intelligence artificielle, avec aussi toutes ces informations sur le web, le digital, la tech, le monde tel qu'il part, parce que c'est important de surveiller tout ça ensemble. Donc merci et bravo d'avoir suivi ce récap condensé des actus de la semaine. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour ne pas louper toutes les actus. On est en live les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi sur Renaud Décode. On a tout un tas de vidéos qui sortent et vous aurez le détail de toutes ces infos et bien d'autres qui sont déjà sorties, qui sont disponibles sur YouTube et également sur le site de l'émission renaud-décode.fr. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour suivre ces actus folles du web, du digital, de l'IA et de la tech sur Renaud Décode.